Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniformes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un, mais deux uniformes. Il s'agit des tenues de sortie portées par les officiers américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant toute chose, je me dois comme d'habitude de vous prévenir de certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de magazines spécialisés, de livres ou même de recherches sur internet. Il sera possible de me contredire évidemment, puisque je n'ai pas la science infuse, je ne suis absolument pas spécialiste dans le domaine. Si vous avez donc des remarques, n'hésitez pas à balancer un commentaire en dessous de cette vidéo, et c'est donc peut-être que vous en savez plus que moi sur le sujet. Cette vidéo est la suite directe de la première vidéo que j'ai faite sur les tenues de sortie américaines. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je ne présenterai que ce que je porte sur moi pour vous éviter une vidéo qui durera 2 heures et vous retrouverez l'intégralité des éléments que je vais présenter dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. Découvrez avec moi un aperçu rapide des décorations américaines que nous pouvions retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces décorations, les visuels que vous retrouverez ici, seront présentés sous forme de barrettes. Pas la décoration complète, juste la barrette qu'on retrouve sur les barrettes de décoration des tenues de sortie. Concernant le port des médailles, j'ai déjà abordé le sujet. Même si le port des médailles est réglementé, voici mon point de vue. Vous êtes reconstitueur, donc vous avez le droit de porter la médaille que vous souhaitez. La vie en reconstitution se veut être le reflet de ce qui existait à l'époque. Je ne vois pas pourquoi vous devriez vous priver de porter telle ou telle décoration parce que vous n'avez pas réalisé cet acte dans la vraie vie. Donc en fait, tant que le port des médailles est cohérent, je ne vois pas où est le mal à porter des décorations. Ainsi, si vous voulez avoir un placard comme ça et qu'on vous appelle sapin de Noël, et bien dans ce cas-là, assumez-le, mais faites-le bien. Sachez donc les significations de chaque médaille, pourquoi c'est attribué. Ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo. En revanche, cette pensée personnelle ne s'applique pas lorsque vous êtes dans un groupe. À ce moment-là, évidemment, ce sont les règles du groupe qui priment par rapport à vos ambitions et vos envies personnelles. Donc à ce moment-là, ce sera le groupe qui vous autorisera à apporter telle ou telle médaille, individuelle ou collective. Créée le 21 décembre 1861 pour l'US Navy, la Medal of Honor a ensuite été adaptée pour l'US Army le 12 juillet 1862. Plus haute distinction militaire américaine, elle était attribuée pour des hauts faits d'armes qui n'ont pas été imposés aux soldats et qui ont été réalisés au péril de sa vie. Ainsi, 60% des Medal of Honor durant la Seconde Guerre mondiale ont été attribués à titre posthume. À savoir qu'il n'y a aucun Afro-Américain qui n'a reçu cette décoration pendant la période Seconde Guerre pour cause de discrimination raciale. Deuxième plus haute distinction de l'US Navy, la Navy Cross fut créée en 1919. Il y eut une révision en 1942 qui créa des restrictions dans son attribution. Ainsi, seule une action au combat pouvait être récompensée. Elle peut être attribuée pour action extraordinaire, mais ne justifiant pas de la Medal of Honor contre un pays ennemi, contre une force étrangère ou alors dans un conflit impliquant une force alliée. Créée le 2 janvier 1918, la Distinguished Service Cross a été créée pour récompenser une action héroïque mettant le soldat en danger de mort. Elle est valable pour tous les corps d'armée américains, mais ne permettant pas l'attribution d'une Medal of Honor. Ainsi, cette décoration n'est pas réservée qu'uniquement aux militaires américains, elle a été également remise à des militaires alliés. À noter que seules 2 femmes ont reçu cette décoration pendant la Seconde Guerre mondiale. Créée le 9 juillet 1918, la Army Distinguished Service Medal a été créée pour récompenser toute personne ayant servi dans l'armée des États-Unis et qui s'est distinguée par des états de service exceptionnels dont le mérite et l'importance ont été reconnus par le gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'une récompense attribuée pour une action, mais pour un ensemble d'états de service exceptionnels. Cette médaille peut être décernée à des militaires étrangers uniquement sur autorisation du président des États-Unis. Créée le 4 février 1919, la Navy Distinguished Service Medal a été créée dans le but de récompenser des personnes ayant de hautes responsabilités et avec des états de service exceptionnels. Elle était donc destinée principalement aux officiers supérieurs de l'US Navy et du corps des marines, plutôt qu'à des hommes du rang et des sous-officiers. A l'origine, elle était plus importante que la Navy Cross, mais une réorganisation de août 1943 a inversé cet ordre. Créée le 20 juillet 1942, la Legion of Merit est une décoration créée pour récompenser une conduite exceptionnelle en période de guerre. Elle peut être aussi bien remise à des citoyens américains, tout comme à des étrangers, du moment qu'ils ont participé à un conflit armé aux côtés des États-Unis. On distingue 4 grades attribués principalement en fonction du rang du récipiendaire: commandant en chef, commandeur, officier, légionnaire. Créée le 19 juillet 1932, venant remplacer la Army Citation Star, créée elle en 1918,
la Silver Star Medal a été remise après une citation pour un acte héroïque ayant eu lieu sur une brève période. C'est la troisième décoration la plus importante de l'US Army. Créée le 4 février 1944 par le président Roosevelt et rétroactive au 7 décembre 1941, la Bronze Star Medal a été créée dans le but de remonter le moral de l'infanterie, qui déjà à l'époque subissait de lourdes pertes. Pour recevoir cette décoration, le soldat a dû être exposé au feu ennemi et être en danger au moment de l'exécution de son action. Créée le 2 juillet 1926, la Soldier's Medal récompense une action héroïque réalisée au péril de sa vie. Sa particularité est que cette médaille ne peut être remise pour une action au combat. Malgré cela, une centaine de Soldier's Medal ont été remises pendant la Seconde Guerre mondiale. Le soldat aura une augmentation de 10% sur sa retraite grâce à l'obtention de cette médaille. Venue remplacer le Badge of Military Merit, la Purple Heart a été créée en 1932 pour récompenser d'une blessure réalisée au combat, par un tir ennemi ou par un tir ami si celui-ci a été réalisé dans l'intention de toucher un ennemi. Les tirs fratricides volontaires ne sont pas comptés et les blessures psychologiques telles que les syndromes post-traumatiques ne sont pas inclus dans cette décoration. Plus d'1 million de Purple Heart ont été remises pendant la Seconde Guerre mondiale. Créée le 2 juillet 1926, la Distinguished Flying Cross a été créée dans le but de récompenser des aviateurs, qu'ils soient américains ou non. Il faut avoir effectué une action héroïque ou un exploit extraordinaire pendant un combat aérien pour y avoir le droit. Ainsi, quelques pilotes de la RAF ont pu recevoir cette décoration pendant la Seconde Guerre. Cette décoration pouvait aussi s'appliquer aux instructeurs et aux élèves d'école de pilotage, du moment que l'acte de bravoure exceptionnel ait été respecté. La Air Medal a été créée le 11 mai 1942 dans le but de récompenser soit la destruction d'un navire ou de 3 avions en vol, ou aussi 25 vols opérationnels avec des combats aériens prévus, ou alors 100 vols opérationnels avec des combats aériens non prévus. Mais finalement, ces 2 derniers critères ont été modifiés suite à des magouilles effectuées par certains pilotes pour avoir le nombre de vols prévus par ces décorations. Ainsi, les critères ont été renforcés sur le théâtre d'opération européen, mais légèrement assouplis sur le théâtre d'opération pacifique, les combats aériens étant moins fréquents. Créée le 6 novembre 1942, la médaille de la campagne asiatique-pacifique a été créée dans le but de récompenser toute action effectuée sur le théâtre d'opération pacifique à partir de décembre 1941 jusqu'à décembre 1945. Ainsi, à chaque nouvelle opération, on retrouvera une petite étoile et pour une opération amphibie, nous retrouverons une flèche qui sera ajoutée sur la médaille. Sur le ruban, on retrouve les couleurs du Japon et des USA. Créée le 6 novembre 1942, cette médaille de campagne récompense toute action effectuée sur le théâtre d'opération européen, africain et Moyen-Orient. Comme pour la médaille précédente, nous allons rajouter une petite étoile pour une campagne et une petite flèche lorsqu'il s'agit d'une campagne aéroportée ou amphibie. Sur le ruban, on retrouve les couleurs de l'Italie, des USA et de l'Allemagne. Et enfin, créée à nouveau le 6 novembre 1942, la American Campaign Medal est une médaille qui récompense toute action effectuée sur le théâtre d'opération américain pendant la Seconde Guerre. Ainsi, c'est plutôt les membres de l'US Navy qui ont récupéré cette décoration, les critères d'attribution étant plutôt en leur faveur. Les 2 uniformes que vous allez voir sont ceux que pouvaient porter les officiers parachutistes de la 101e aéroportée en 1944, puis en 1945. Ces tenues diffèrent légèrement de la tenue d'officier classique d'infanterie. A noter que les officiers payaient leurs propres effets, ceux-ci étant fabriqués chez un tailleur ou utilisant des modèles réglementaires proposés dans les magasins officiels. Évidemment, il s'agit ici de tenues de sortie, de service, mais pas d'une tenue de combat qui pourra légèrement varier par rapport à la tenue des hommes du rang. Réalisé en gabardine, le pantalon drab shade numéro 54, Light Shade, surnommé pantalon pink pour sa teinte légèrement rosée, était l'un des pantalons que les officiers pouvaient porter. Il a une coupe droite, dispose de 4 poches, une de chaque côté et une sur chaque fesse. La braquette est fermée par une fermeture éclair et un bouton complété par une ceinture réservée aux officiers, qui ressemblera étrangement à des ceintures actuelles du XXIe siècle. Il est réalisé principalement en laine élastique. Les bottes de saut furent créées par William P. Yarborough en 1941 pour être utilisées par les troupes aéroportées. Il s'agit de l'ancêtre des chaussures d'intervention, considérées comme plus pratiques que les brodequins en cuir avec des guêtres. Elles sont nouées par un long lacet et le pantalon pink est glissé dedans au moment du laçage. Il est possible d'utiliser un élastique pour faciliter cette manipulation. Le principal fabricant de bottes de saut était Corcoran, fabricant qui existe toujours aujourd'hui, mais il en existait d'autres à l'époque. La chemise chocolat, appelée comme ça pour sa couleur caractéristique olive drab numéro 51, Dark Shade, était une chemise réservée aux officiers. Réalisée en laine et en polyester, au tissage uni ou sergé, elle comporte des pattes d'épaule et fermera par 6 boutons sur l'avant. Elle comporte 2 poches à rabat sur la poitrine. Les rabats comportent une pointe au centre et une de chaque côté, et elle a 2 boutons de manchette à chaque extrémité de manche. Une cravate spécialement réalisée pour les officiers viendra se placer entre le 2e et 3e bouton, mais ceci uniquement lorsque la veste n'est pas portée.
Elle diffère du modèle troupe par sa fabrication, celle-ci étant réalisée également en gabardine. Sur le col, nous retrouvons deux insignes. Sur le rabat gauche, nous retrouvons le grade, ici, second lieutenant ou sous-lieutenant en français. Sur le rabat de droite, nous retrouvons l'insigne d'infanterie réservé aux officiers, surmonté d'un 506 signifiant que notre officier est rattaché au 506e régiment. Mais ce numéro n'était pas systématique, de simples fusils croisés pouvaient être portés. Ces insignes sont en option si une veste est portée par-dessus. Le calot que porte notre sous-lieutenant est spécifique aux officiers, doté d'un liseré noir et or. Il peut être porté légèrement penché sur le côté de la tête, mais ceci n'était pas forcément réglementaire. Le règlement indiquait qu'il devait être porté droit, comme la casquette, et à 2 doigts du sourcil. Sur le droite, nous retrouvons le grade de sous-lieutenant, placé à 3,80 cm du bord du calot. Et sur le côté opposé, nous avons l'insigne représentant un parachute et un planeur. Il s'agit ici de l'insigne second type, le premier étant un insigne sur fond bleu, pour l'infanterie comme ici. Attention, le planeur pointe vers l'avant du calot, il s'agit donc d'un insigne spécifique aux officiers, celui des hommes de la troupe étant inversé car cousu sur le côté gauche, toujours pointe vers l'avant. Il est de couleur olive drab shade 51, mais le drab shade 54, comme le pantalon pink, était toléré par des fabrications de tailleurs. La veste de sortie des officiers américains était officiellement appelée manteau de service officier olive drab sombre, mais était surnommée veste d'officier classe A, pour plus de simplicité. Elle est de couleur olive drab numéro 51 et réalisée en tricotine de laine. Cette veste est portée par toutes les armes, infanterie, cavalerie, etc., durant la Seconde Guerre mondiale, dont les parachutistes comme ici. Elle comporte 4 boutons dorés sur l'avant et un bouton en plastique est caché sous la ceinture qui servira à recintrer la veste au niveau de la taille. Ici, les passants de la ceinture sont une fabrication maison, chaque veste pouvant être fabriquée de manière différente. Ainsi, celle-ci ne comportait à la base pas de passants car la ceinture était cousue à la veste. J'ai donc ajouté les passants et décousu la ceinture. D'autres vestes auront les passants placés sur l'avant. Un bouton pression vient fixer l'extrémité de la ceinture pour la maintenir plaquée. Ce bouton pression pourra être absent suivant les fabrications, à vous de l'ajouter afin d'avoir un meilleur ajustage possible. Sur la partie fixe, à la base des épaulettes cousues, on retrouve le grade de sous-lieutenant. Celui-ci étant fixé cette fois-ci à l'aide d'une épingle, les épaules étant renforcées. Les insignes sont épinglés à 1,59 cm de la couture de l'épaule. Les insignes caractérisant un officier d'infanterie se retrouvent sur le col, le US type officier et les 2 fusils croisés pour l'infanterie. Sur la droite, nous retrouvons les qualifications, un brevet de parachutiste avec une étoile pour un saut opérationnel, diverses opérations rappelées sur un ruban et le Combat Infantry Badge délivré après 30 jours au combat. La décoration la plus importante est toujours placée à gauche, ainsi la Purple Heart signifie que notre soldat a été blessé une fois. L'autre décoration est la médaille ETO, European Theatre of Operation, et dotée d'une petite flèche signifiant un assaut aéroporté. La citation présidentielle est présente à gauche, au-dessus de la poche. Une bande de type officier olive drab est cousue à 3 pouces, donc 7,62 cm, de la manche, au-dessus de laquelle on retrouve, sur la manche gauche, une Overseas Bar, correspondant à 6 mois passés hors du territoire américain, la Sonième aéroportée étant arrivée en Angleterre fin 1943. 4 poches sur l'avant sont fermées par des boutons métalliques, les poches supérieures ayant des pointes sur leur rabat et un soufflet en leur centre, contrairement aux poches du bas plus basiques. Les épaulettes sont fermées par un bouton métallique de la même taille que ceux des poches. On peut donc dater cette tenue à l'été 44, après le débarquement en Normandie. Notre soldat a été blessé à cette occasion. L'autre chemise réglementaire qui pouvait être portée était la chemise dite pink, car de la même couleur que le pantalon déjà présenté. Elle se ferme par 6 boutons également, et 2 poches de manchette viennent fermer la manche. Elle dispose également de 2 poches de poitrine destinées à contenir des effets personnels. Elle dispose d'épaulettes boutonnées et on retrouve la même cravate que présentée précédemment, glissée entre le 2e et 3e bouton. On retrouve les mêmes types d'insignes que précédemment, avec les fusils croisés ornés du 506 d'un côté, et nous avons cette fois le grade de lieutenant sur le col, côté gauche. Si la chemise était portée sans veste par-dessus, ce qui pouvait être le cas dans les bureaux, alors la veste pouvait être patchée aux épaules. Mais j'ai choisi de ne pas le faire ici afin de garder une plus grande flexibilité au niveau de l'utilisation de la chemise et donc des divisions à représenter. À nouveau, nous retrouvons un calot dédié aux officiers avec le même insigne que précédemment présenté, mais cette fois avec le grade de lieutenant. Le calot était appelé Garrison Cap en anglais et la traduction française la plus correcte serait bonnet de police. Apparu à la fin de 1944 en Europe après avoir été développé en 1943 pour imiter la Battle Dress, la Ike Jacket, surnommée de cette manière car Ike Eisenhower fut le premier à la porter publiquement, fut également adaptée pour les officiers pour leur tenue de sortie et de service. Certains officiers faisaient d'ailleurs retailler leurs vestes classe A pour les convertir en Ike Jacket. C'est pour cela qu'on pourra retrouver le liseré sur les manches sur certains modèles. Le blouson Ike officier ne diffère que par sa couleur du modèle dédié à la troupe, ainsi que la doublure mieux travaillée. L'insigne de la 101e division aéroportée est cousu à 1,27 cm de la couture de l'épaule sur la manche gauche. Les insignes d'officiers d'infanterie se retrouvent de nouveau sur le col. Nous découvrons un brevet de para, les Jump Wings avec 2 étoiles correspondant à 2 sauts opérationnels, un pour la Normandie et l'autre pour Market Garden. En dessous, nous retrouvons le Combat Infantry Badge, puis une barrette avec 3 médailles. 2 Bronze Stars symbolisées par la décoration, ainsi que la feuille de chêne reçue pour action héroïque en Normandie et dans les Ardennes.
3 Purple Heart, reçus pour 3 blessures, ainsi que la médaille ETO avec une flèche et 2 étoiles. La flèche représente la Normandie, les 2 étoiles représentant Market Garden et Bastogne. Sur la poitrine droite, nous retrouvons une citation présidentielle avec une petite feuille de chêne, montrant en fait qu'il y a 2 citations pour la division. La première pour la Normandie, la deuxième pour le siège de Bastogne. Et enfin, sur la manche gauche, nous retrouvons cette fois 3 Oversea Bars, correspondant à 1 an et demi passé en opération hors territoire américain. Avec tous ces éléments, vous aurez reconnu une tenue datée de mai 1845. Il s'agit d'une reproduction de la configuration qu'avait le lieutenant Carwood Lipton à la fin de la guerre. Vous pourrez retrouver le lien de sa vidéo de présentation dans la description de cette vidéo. Porté par tous les officiers de l'US Army, quel que soit leur corps d'armée, le pantalon surnommé Pink était fermé par une braquette à zip ainsi qu'un bouton. Sa couleur officielle était le drap teinte 54. Il comporte 2 poches latérales et 2 poches sur les fesses et bénéficie d'une coupe droite. Le pli au fer à repasser sur l'avant du pantalon sera donc de rigueur. Il sera complété d'une ceinture spécifique pour les officiers, reconnaissable avec sa boucle particulière Gold. Il s'agit ici d'une ceinture moderne, très semblable à la ceinture d'époque. Le pantalon sera glissé dans les bottes de saut de manière à ce qu'elle soit bien mise en valeur, mais ce ne sera pas le cas lorsque les chaussures classiques d'officiers seront utilisées. Perçues dans le pactage de combat pour les troupes aéroportées, elles pourront également se retrouver chez les soldats les plus riches des autres corps d'armée. Elles sont plus pratiques que les brodequins et les guêtres, et plus confortables. Le lacet pourrait être en cuir, et certains parachutistes utilisent même de la suspente de parachute. Un conseil, ne laissez pas traîner les boucles de vos bottes, débrouillez-vous pour les protéger pour vous éviter de refaire vos lacets à la moindre branche. Le fabricant principal de l'époque était Corcoran, qui continue toujours sa fabrication, la preuve avec cette paire, mais il y avait également d'autres fabricants. Tout soldat qui se respecte se doit de porter une cravate. La cravate type troupe était faite en coton, lorsque la cravate type officier sera en gabardine. Elle sera glissée entre le 2e et 3e bouton de la chemise, quel que soit le type de la chemise, si une veste n'était pas portée par-dessus. La chemise Pink est destinée aux officiers et est de la même couleur que le pantalon précédemment présenté. Elle comporte des épaulettes malgré la présence du grade sur le rabat droit du col. Le rabat gauche sera lui occupé par un insigne précisant que notre officier est dans le 506e régiment d'infanterie parachutiste. Ces 2 insignes seront fixés par des pins, 2 fixations sur chaque grade. La chemise se ferme par 6 boutons sur l'avant et la cravate viendra se placer par-dessus entre le 2e et 3e bouton. Réalisée en gabardine, cette chemise n'était pas utilisée au combat. Une chemise laine moutarde officier avec épaulettes sera destinée spécialement pour cette occasion. La High Jacket, surnommée comme cela grâce au général Eisenhower qui a fait en quelque sorte un placement de produit, est un blouson directement inspiré de la Battle Dress qui servait à la fois de veste de combat, de service, mais aussi de sortie pour les troupes anglaises. Un modèle officier fut donc développé, mais les quantités distribuées n'étaient pas très importantes, tellement que certains officiers prenaient des vestes troupes ou choisissaient de faire retailler leur veste classe A en raccourcissant le bas. Le calot sera de type officier, avec un insigne des troupes aéroportées sur le côté droit, alors que le grade de lieutenant sera placé sur le côté gauche au moyen de 2 fixations pins. Au niveau des insignes, nous retrouvons les 2 citations présidentielles sur la poitrine droite. Sur le côté gauche, nous retrouvons le brevet para avec 2 sauts opérationnels, le Combat Infantry Badge, cette fois-ci porté au-dessus des décorations, qui sont au nombre de 3, la Bronze Star x2, Purple Heart x3 et médaille ETO avec 1 saut et 2 campagnes. Ces décorations appartiennent au lieutenant Carwood Lipton. On retrouve ces grades argentés sur la partie non mobile des épaulettes. Elles se ferment au moyen de 4 boutons plastiques et une bande en dessous est à passer dans une boucle. 2 poches à rabat sont fermées par un bouton chacun, mais ils sont dissimulés. La reproduction que je porte aura également des boutons pression sur les extrémités des rabats des poches afin de garder ces rabats parfaitement fermés. Ils sont inutiles à mon goût, ne cherchez pas à les ajouter sur votre propre veste s'ils sont absents. La chemise Chocolat Holy Drap 51 était l'autre chemise qui pouvait être portée par les officiers. Il semblerait que la chemise chocolat était plus portée en hiver, alors que la chemise pink l'était plus par temps chaud, l'épaisseur et la couleur de la chemise pouvant être l'explication à cette habitude. Mais aucune règle ne régissait ce port. Une chemise chocolat pouvait très bien être portée en été s'il ne faisait pas beau, comme ce fut le cas lors du débarquement en 1944. Elle dispose de 2 poches sur le torse et comportant les insignes d'un lieutenant du 506e régiment d'infanterie parachutiste. Comme évoqué précédemment, il sera possible de coudre l'insigne de division sur la manche à 1,27 cm de la couture, de manière à pouvoir porter la chemise sans la veste. Appelée par certains veste d'hiver de par sa réalisation en tricotine de laine et sa couleur, la veste classe A était la veste de service des officiers sur le théâtre d'opération européen. Le calot sera également de type officier, avec à nouveau un insigne des troupes aéroportées sur le côté droit, alors que le grade sera placé sur le côté gauche. La veste comporte 4 poches et dispose d'une poche intérieure. Sur la poitrine gauche, nous avons de haut en bas le brevet de parachutiste avec une étoile,
2 médailles, la Purple Heart pour une blessure et la médaille ETO avec une flèche au débarquement en Normandie. Et enfin, sur le rabat gauche de la poche, nous avons le Combat Infantry Badge. Sur la poitrine droite, nous retrouvons la citation présidentielle, surnommée PUC dans le milieu. Elle se ferme par 3 boutons en laiton, ainsi qu'un bouton en plastique dissimulé sous la ceinture, qui sera elle-même maintenue par 2 passants. Un liseré plus foncé sera placé sur la manche, à 3 pouces de l'extrémité de la manche. Certains fabricants fournissent ce liseré à part, de manière à ajuster précisément la longueur de la manche avant de placer le liseré. L'Overseas Bar sera placé au-dessus. Certains la mettaient à 1 pouce du liseré, mais dans ce cas, où placer la bande de service signalant les 3 ans de service. Sur l'épaule gauche sera cousu l'insigne de la 101e division aéroportée, cousu à 1,27 cm de la couture de l'épaule. Le grade sera placé sur la partie non mobile de l'épaulette, attaché à l'aide d'une épingle. Les fixations pins n'étant pas utilisables à cause de la partie en mousse renforcée de l'épaule, à moins de démonter toute la veste à chaque changement de grade. A noter que les étoiles sur les Jump Wings étaient tolérées, pour le prestige, mais faites de manière artisanale à l'initiative des soldats, avec les mêmes étoiles que celles placées sur la médaille ETO. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire et à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas également à aller voir ma page Tipeee, le lien dans la description si vous voulez participer à mon aventure. Je remercie également Onizuka qui m'a supporté et qui m'a cadré, et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniforme ou de VIP. Salut! Il est à moi. Non, mais je les connais, tes fans. Je sais que vous fantasmez sur lui, mais c'est le mien, c'est trop tard.